Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur la conscience. Si vous n'avez pas vu la première, il faut commencer par là. Voilà, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, coronavirus oblige. Je fais des cours, imparfaits, mais bon, ce sont quand même des cours, par le biais de cette chaîne. Donc, on a vu la dernière fois la conscience immédiate réfléchie. On a vu cette notion d'intériorité propre au sujet conscient avec le repère expliquer, comprendre. Autre point aujourd'hui. Donc, être conscient. Être conscient, c'est d'une certaine manière être seul. Si vous vous sentez seul, bon, évidemment, on a des relations, mais ça n'empêche pas. Si vous vous sentez seul, d'une certaine manière, c'est normal. Vous êtes des êtres conscients. Or, c'est quoi être conscient? C'est se saisir soi-même comme un sujet, un moi-je qui a conscience de cette chaise, de cette table, de cet arbre, de cette personne en face de moi. C'est moi-je qui ai conscience du monde. Mais du coup, je me saisis moi-même comme séparée de ce dont j'ai conscience. Être conscient, c'est se saisir comme moi tout seul, je suis conscient de ceci, de cela, de cette personne, etc. Être un sujet, c'est se saisir comme un moi-je séparé du monde. Un moi-je face à un monde objet de ma conscience. Ce mot objet, il vient du latin ob jacet, ce qui est jeté devant et donc ce qui est séparé. La conscience initie une séparation entre moi et le monde. Donc on a vu tout à l'heure que se saisir comme conscient, c'est se saisir comme une certaine permanence, un moi-je qui reste permanent malgré tous les changements qui m'affectent. Et on avait vu que cette permanence posait problème, parce que c'est quoi qui est permanent chez moi? Et cette permanence, est-ce qu'elle est réelle? Ou est-ce qu'elle est simplement une illusion de la conscience? Maintenant, on voit que se saisir comme un sujet, c'est se saisir comme séparé. Et la question est la même. Cette séparation qu'il y a et que je saisis entre moi et le monde objet de ma conscience, est-ce que cette séparation est réelle ou est-ce que c'est également une illusion de la conscience qui me donne l'impression que je suis séparée de ce dont j'ai conscience, plus précisément de ce que je perçois? Eh bien, de la même manière que la pensée orientale mettait en question cette notion de permanence du sujet, en disant que c'était une illusion de la conscience, la pensée orientale également. Et on verra que la physique quantique fait de même à un autre niveau. La pensée orientale remet en question cette séparation. Parce que je suis conscient, je pense que je suis moi, ma petite identité personnelle avec mes caractéristiques personnelles. Donc, le fait que je suis inconscient, une personne consciente, fait que je me saisis comme séparée du reste, séparée de vous, séparée de l'arbre, séparée de tout. Mais d'après la pensée orientale, cette séparation n'est également qu'une illusion de la conscience. Rien n'est séparé, tout est uni. C'est la notion de vacuité qu'on trouve notamment dans le bouddhisme. J'en ai parlé avec certaines classes. Dans le bouddhisme, il y a cette idée que je me saisis comme séparé parce que je suis conscient. Et j'ai l'impression que ce que je suis, mon petit moi, qui est né et qui va mourir un jour, est ma véritable réalité et que je suis séparée de vous. Ce qui donne lieu d'ailleurs à des angoisses, à la jalousie, à du désir, etc. Angoisse parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je vais le perdre, notamment parce que je vais mourir. Jalousie parce que j'ai envie d'être plus fort que les autres. Et j'envie ceux qui sont plus que moi, ce que j'imagine être plus que moi. Mais dans la pensée orientale, il y a cette idée qu'il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion de la conscience. C'est comme si nous étions des petites vagues dans un grand océan.
Le grand océan, il n'y a pas de séparation. Et dans l'océan, il y a des petites vagues. Et les petites vagues, enfin, en réalité, c'est vrai, il y a la naissance de la petite vague et puis ensuite il y a la mort de la petite vague. Et la petite vague est séparée des autres petites vagues. Mais la véritable réalité de la petite vague, ce n'est pas d'être seulement cette petite vague. La véritable réalité de la petite vague, c'est d'être l'océan non séparé. Bien, dans la pensée bouddhiste, il y a cette idée que c'est la même chose pour nous. Nous sommes des petites vagues et parce que nous sommes conscients, nous nous saisissons comme des petites vagues séparées. Et l'illumination, le nirvana, l'éveil, ça consiste pour chaque petite vague que nous sommes à nous rendre compte que la séparation n'est qu'une illusion. Ma véritable réalité, ce n'est pas simplement d'être cette petite vague séparée qui, c'est vrai, va mourir. Ma véritable réalité, en tant même que petite vague, c'est d'être l'eau de l'océan. Et donc non séparés. Donc toute la pensée orientale et notamment bouddhiste consiste à dire que nous devons faire un travail pour nous rendre compte que cette séparation que nous saisissons nécessairement en tant que sujet conscient, cette séparation n'est qu'une illusion. Évidemment, la normalité psychologique consiste à bien se sentir comme un sujet, un moi-je séparé de maman, séparé du monde, séparé des autres, un moi-je permanent. C'est ça la normalité psychique. Et ceux qui n'atteignent pas cette conscience d'être un moi-je séparé, cette conscience d'être un moi-je permanent, ceux qui n'arrivent pas à le faire, c'est ce qu'on appelle les psychotiques. La psychose, c'est une maladie psychologique qui fait que parce que les choses ne se sont pas bien passées dans la toute petite enfance, eh bien, le sujet n'arrive pas à se considérer comme un sujet. Il n'y a pas cette idée de séparation entre moi et le reste du monde. Et c'est une maladie. Donc c'est normal pour un sujet conscient de se saisir comme permanent et séparé. Simplement, dans toute la pensée orientale, il y a cette idée que cette séparation qui est normale, cette sensation de séparation, est cependant une illusion de la conscience. Voilà, dans la physique quantique, on retrouve un peu la même chose. Jusqu'à la physique quantique, on pensait que le scientifique, le sujet connaissant, était absolument séparé de l'objet de la connaissance. En physique, il y a d'une part le sujet connaissant qui essaye de comprendre le monde, objet de sa conscience, et absolument séparé de sa conscience. Distinction entre le sujet et l'objet. Et on pensait que l'observation ne modifiait en rien ce qui était observé. Avec la physique quantique, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, que l'observateur, le sujet, et ce qui est observé, l'objet, ne sont pas si distincts que cela. Notamment, l'observation va déterminer ce qui est observé. Donc la physique quantique également remet en question cette idée qu'il y aurait une séparation pure et simple entre le sujet conscient et l'objet de la conscience. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir des vidéos sur la physique quantique et notamment sur le chat de Schrödinger. Bon, je n'ai pas le temps ici d'en parler. Quoi qu'il en soit, donc par la conscience, je me saisis comme un sujet séparé de l'objet, objaquette de ma conscience. Plus compliqué, être un sujet conscient, c'est aussi avoir conscience de soi-même. Paradoxalement, comme j'ai conscience de moi, en moi-même, il y a une séparation. Une séparation entre le moi-je qui est conscience de moi-même, du moi-objet, moi-même en tant que je me connais. D'une certaine manière, parce que j'ai conscience de moi, il y a en moi le je qui est conscience et le moi-objet dont j'ai conscience. Par exemple, quand je dis « je suis bête », évidemment, je dis que c'est moi qui suis bête. Mais en disant « je suis bête », ce que je suis, c'est pas seulement le moi bête. Ce que je suis, c'est ma conscience, c'est le je qui dit « je suis bête ». Il y a en moi une sorte de séparation d'une certaine manière entre le je conscient et le moi dont j'ai conscience. Ce qui fait que être conscient de soi,
c'est ne jamais adhérer complètement à soi-même. Je ne colle pas absolument à moi-même. Je ne suis pas seulement ce que je suis. Il y a en moi le je qui est conscient. Et en lui-même, ce je qui est conscient, il est vide, il n'y a pas de détermination. Et le moi dont j'ai conscience. C'est un petit peu compliqué là. On va parler tout à l'heure de la chaise et moi. La chose qui était à côté de moi, la chose qui existe et qui ne sait pas qu'elle existe, la chaise qui est une chaise mais qui ne sait pas qu'elle l'est, tandis que moi, qui suis moi, mais qui sait que je le suis. Eh bien, ça va tout changer. Parce que la chaise, c'est une chaise, mais elle ne sait pas qu'elle est chaise. Du coup, elle est enfermée dans ce qu'elle est. Elle ne le sait pas, elle n'en a rien à faire, la chaise. Mais la chaise, ce n'est qu'une chaise, ce n'est que ce que c'est. Tandis que moi, je suis moi, mais je suis conscient de moi. Ce qui fait que je ne suis pas seulement ce que je suis. Oui. Si la chaise tout à coup, imaginons la chaise, si la chaise tout à coup se disait « mais je suis une chaise », eh bien du coup ce ne serait pas seulement une chaise. Ce serait aussi le je qui a conscience d'être une chaise. Si la chaise pouvait dire « je suis une chaise », eh bien son identité ne se réduirait pas seulement à être cette chaise. Son identité, d'une certaine manière, se déplacerait dans le fait qu'elle ait une conscience d'être une chaise. Et du coup, elle pourrait dire « mais je veux être autre chose qu'une chaise, je ne suis pas seulement ça », etc. Et donc, être conscient de soi, ça va être la source de la liberté. Je n'adhère pas à ce que je suis, je ne suis pas enfermée dans ce que je suis, puisque je suis pas seulement ce que je suis cette conscience. En fin de compte, ce que je suis se déplace d'un contenu, moi avec mes caractéristiques, à une ouverture qu'est la conscience. Cette idée-là, elle est bien développée chez Sartre, dans l'existentialisme est un humanisme, et dans le livre un peu plus compliqué, L'être et le néant. Être conscient, c'est ne jamais être ce que l'on est. En effet, comme je suis conscient, je ne suis pas seulement ce moi avec ses qualités et ses défauts. Je suis cette conscience, je suis avant tout cette conscience qui va me donner une liberté parce que je ne suis pas enfermée dans une nature, dans mes caractéristiques. Je suis cette conscience qui est conscience de moi. Et ma conscience que je suis, cette conscience en elle-même, elle est vide, elle n'a pas de détermination et elle peut se projeter librement. Ce que je suis, donc, ce n'est pas seulement mon moi déterminé avec mes qualités, avec mes caractéristiques. Je ne suis pas enfermée dans moi-même puisque je suis conscient de moi. Et donc, je suis cette conscience. Ce que je suis fondamentalement, donc, ce ne sont pas mes caractéristiques, c'est cette conscience qui est ouverte, qui est indéterminée, qui on pourrait dire qu'elle est vide. Cette conscience, elle n'a pas de caractéristiques, elle est conscience. Dans ce sens-là, on peut dire que ce que je suis, c'est un rien qui n'est pas rien du tout. Rien en anglais, c'est nothing, pas une chose. Ce que je suis, c'est ce je qui n'est pas une chose, qui est une ouverture. Ce que je suis, c'est un rien, mais qui n'est pas rien. Comme ça, on peut comprendre le titre, sans, je ne vais pas vous expliquer évidemment ce livre de l'être et le néant de Sartre, mais on comprend justement cette idée de néant. Je suis, d'une certaine manière, ce que je suis, c'est un néant, puisque je suis cette conscience sans caractéristique qui est conscience du monde et de moi-même. Mais ce que je suis, c'est surtout cette conscience ouverte et donc cette liberté. Je ne suis pas enfermée dans ce que je suis, comme la chaise. Voilà. Donc, être un sujet, c'est se saisir comme moi je, face à un monde séparé de moi, face à moi-même, qui devient objet de ma conscience. Maintenant, ce monde qui est objet de ma conscience, et moi-même aussi qui suis objet de ma conscience, ce sont donc des objets de ma conscience,
Et ces objets de ma conscience, je vais pouvoir avoir différentes relations à eux. Ce monde dont j'ai conscience, ce monde qui est objet de ma conscience, excusez-moi, je commence à trembler, mes mains commencent à être fatiguées à tenir l'appareil. Ce monde qui est objet de ma conscience, jaquette, jeté devant moi, je vais essayer de le comprendre, de le connaître. Ça va être un rapport au monde qui est de l'ordre de la connaissance, de la science, de la philosophie aussi. Ce monde qui est objet de ma conscience, une fois que je l'ai compris, peut-être grâce à ce que j'ai compris, je vais pouvoir le transformer. Ça va être le rapport technique au monde. La technique essaie de transformer ce qui est, ce dont j'ai conscience. Le transformer en prenant appui, évidemment, sur la connaissance que j'ai des lois qui régissent la nature notamment, ou moi-même. Grâce à la connaissance des lois qui régissent le monde, je vais pouvoir le transformer. C'est le rapport technique au monde. Et ce monde qui est objet de ma conscience, je vais aussi le juger. Je vais dire, mais ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça donne lieu notamment à la conscience morale. Une des conséquences de notre conscience psychologique, c'est la conscience morale. Certains disent que à partir du moment où on a une conscience psychologique, nécessairement la conscience morale arrive. Notamment, c'est Alain qui nous dit que toute conscience est illico-conscience morale. Il y a des jugements quant au bien, quant au mal. À partir du moment où il y a cette dualité initiée par la conscience, dualité parce qu'il n'y a plus un, il y a deux. Il y a moi, sujet, et le monde objet. Il y a moi, sujet de ma conscience, et ce dont j'ai conscience. Dualité, il y a le deux. À partir du moment où il y a cette dualité initiée par la conscience, il va y avoir cette dualité entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, le beau et le laid. Mais ça, on verra plus tard, parce que c'est un autre rapport au monde. Donc, il y a un rapport au monde qui est un rapport moral. Donc la conscience morale est la conséquence de la conscience psychologique. C'est la faculté de juger ce qui est en termes de bien et de mal. Nous avons vu lors de notre cours sur la conscience morale que pour certains, la conscience morale n'est que un précipité de la société en nous, des normes sociales en nous. Et certains pensent que cette conscience morale est inhérente à notre être, vient de notre raison ou peut-être vient du fait que nous sommes dépositaires de lois divines. En tout cas, il y a en nous cette partie de notre conscience qui juge. Bien, il y a un autre rapport au monde que je n'ai pas noté dans cette carte, qui est un rapport esthétique. Esthétique, ça veut dire simplement sentir. Peut-être un rapport au monde qui est de l'ordre de la contemplation, où je me contente simplement de sentir et de voir ce que cela provoque en moi. Voilà. Alors, je reprends cette séparation entre conscience immédiate et conscience réfléchie. On a vu que la conscience réfléchie, ça consiste à se sentir, à s'éprouver soi-même comme un moi-je permanent, un moi-je séparé. Je veux préciser que cette conscience réfléchie, elle ne vient pas tout à coup chez l'homme comme ça, hop, comme par magie, de manière instantanée. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous n'avez pas dit « illico, coucou, c'est moi ». Non. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous n'aviez pas de conscience réfléchie. Le nourrisson se vit comme indifférencié de ce qui l'entoure. Il ne se vit pas comme une unité tout simplement. Évidemment, il y a des sensations, il y a des choses qui sont éprouvées, mais il n'y a pas cette expérience d'un moi-je. La conscience réfléchie, elle met pas mal de temps à se confectionner chez le petit enfant et ça prend, disons, 5 ans quand tout se passe bien, avec un moment décisif vers 3 ans. C'est le moment où l'enfant est capable de dire « moi, je ». Si l'enfant est capable de dire « moi, je », c'est qu'il c'est qu'il se considère comme une unité séparée. Mais pour que cette possibilité se fasse à l'âge de 3 ans, il y a tout un travail qui est fait dans les 3 premières années de
de l'enfance, avec des processus très complexes dans lesquels le rapport à l'autre, le rapport à autrui, notamment à nos parents, et dans lequel le langage sont essentiels. Le langage est essentiel parce que nous nous saisissons comme un moi-je, parce qu'on nous nomme, on nous donne un nom, on nous parle, et aussi le regard de l'autre sur nous est décisif. Le psychanalyste Lacan a mis en lumière un processus essentiel qui est ce qu'on appelle le stade du miroir. Un stade qui prend pas mal de temps, mais en gros, et qui est assez complexe. Mais je vais vous le simplifier. En fin de compte, le bébé, jusqu'à un certain âge, il se regarde dans le miroir, eh bien, il ne sait pas que c'est lui. Et à un moment, eh bien, quand le bébé voit son image dans le miroir et qu'il y a un parent ou quelqu'un qui lui dit « Regarde, c'est toi », le bébé va s'identifier à l'image dans le miroir et donc du coup, il va s'identifier au regard de l'autre. Et là, il va se saisir comme une unité. Au niveau de son ressenti corporel, le bébé ne se sent pas uni. Il n'a pas l'impression que ses pieds, ses mains, etc., c'est tout uni et que c'est lui. Le bébé, il se vit comme un petit peu tout dispersé. C'est compliqué de s'imaginer ça, parce que pour nous, notre corps, c'est uni. Mais non, le bébé, il ressent pas ça. Son pied, sa main, etc., tout ça, c'est des choses dispersées.